That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de Fait Croquer, hein, on revient en forme, voilà, on avait mis Fait Croquer, pas aux oubliettes, mais on l'avait mis entre parenthèses, histoire de s'attaquer à autre chose, et Fait Croquer reste indissociable à mon rapport à Internet et à YouTube en particulier, donc, et je suis très content aujourd'hui de recevoir, Enfin, enfin, Wendy Pop Culture. Ça faisait depuis très très longtemps qu'on devait discuter ensemble sur le cinéma, sur son rapport au cinéma, sur cette chaîne qu'elle a créée, qui est assez récente. Elle est plus vieille que la mienne, mais en tout cas, tu fais partie de toutes ces personnes qui ont ouvert leur chaîne pendant la période enfin, en tout cas en ah, 2020, ouais, entre les deux confinements. Enfin, c'est ça. après la grosse période de deux confinements. Alors, avant qu'on parle de tout cela, il y a une question que je pose bien évidemment à tous et à toutes, et tout le monde la connaît, cette question. Il n'y a même plus d'effet de surprise, donc Non, voilà. C'est je, à savoir quelle est cette fameuse première image eh bien, marquante. je vais même te la montrer, Ah, génial. parce que je l'ai juste là. En fait, c'est cette image-là qui m'avait... Le parce que j'ai blob. réfléchi longtemps, j'ai plusieurs images qui me sont venues à la tête, mais surtout cette image-là. Parce que quand j'étais petite, j'ai regardé pas mal de films d'horreur et j'avais vu ce film-là, que j'avais pas pu finir quand j'étais petite, et la cassette m'avait hantée, la cassette que j'ai toujours, hein, qui m'avait hantée, et surtout cette image-là qui m'avait hantée. Et du coup, bah, à chaque fois que je passais devant, j'avais toujours cette appréhension de passer à côté de la cassette et de voir cette image. J'en faisais des cauchemars la nuit. Et aussi, c'est ce qui m'a éveillé, je pense, le goût des films d'horreur, tout ça, de, bah, cette image, on va dire. Et cette cassette vidéo, est-ce que c'est toi qui t'es procuré télécassette jour, qui a coupé la jaquette, qui l'a mise dans le... Non? Non, non, c'est mes parents, je pense, qui l'avaient acheté ou quoi. Mes parents aiment quand même pas mal le cinéma. C'est vrai que c'est eux qui nous ont, ma sœur et mon frère, qui nous ont appris à un peu aimer le cinéma, qui nous emmenaient au cinéma quasiment tous les mercredis pour aller voir des films. J'ai quand même vu Le Seigneur des Anneaux au cinéma. J'ai vu quoi d'autre? J'ai vu La Momie au cinéma. J'ai vu Titanic au cinéma. J'ai vraiment vu plein de gros chefs-d'œuvre au cinéma grâce à eux. Surtout mon père, bah, ma mère aussi, hein, mais surtout mon père. Ouais. Ils aiment beaucoup le cinéma et quand je leur en parle de temps en temps, ils me donnent des films et je suis un peu étonnée. Mon père, il est très curieux de tout ce qui est séries et tout. Ma mère, elle aime bien, c'est les vieux films, enfin les vieux films. Si je dis Seven, c'est pas un vieux film, mais par exemple, elle aime beaucoup le Seven, elle aime beaucoup Le Silence des agneaux. Et c'est des films qu'elle m'a fait aimer, tout simplement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te trouvais, il n'y a pas plus tard qu'il y a un an dans une salle de cinéma? C'est quoi ta sensation quand tu es dans une salle de cinéma? J'ai pu aller au cinéma pendant enfin, à l'entre-deux des confinements en septembre. J'y suis retournée, j'avais vu Antebellum et Akira en 4K. Mhm. Et ça m'avait fait tellement de bien parce que c'est vraiment autre chose en fait. C'est pour ça aussi que j'ai eu un rétroprojecteur, un vidéoprojecteur, pardon, pour Noël, parce que la sensation du cinéma me manque. C'est vraiment toute. En fait, on n'est vraiment pas piégé, mais on est dans une salle, il y a toute une ambiance, on peut que faire face au film. Et j'ai l'obligation, quand je suis au cinéma, enfin, j'ai l'obligation. J'ai envie d'éteindre mon téléphone. J'ai pas envie d'y toucher pendant tout le long du film. Alors que quand je suis chez moi, j'ai ce défaut de prendre mon téléphone, de checker les notifications, tout ça. Et du coup, des fois, me perdre dans un film parce que j'ai passé une minute sur mon téléphone à regarder. Et ça, je trouve ça tellement, tellement dommage parce que le cinéma me manque. Oui, bah, il n'y a pas y a pas qu'à toi, j'imagine. J'avais interviewé récemment Cinédi, que tu connais Oui, bien, et qui avait eu cette très très belle phrase. Il disait qu'il se sentait protégé oui, dans c'est une... vrai. Hmm. C'est vrai. Est-ce que oui, ça te fait cette Ah même oui, sensation? ah oui, tout à fait. Je me sens. Ben, justement, tu me fais penser à quelque chose. Tu te souviens des attentats du 15 novembre Mhm. au Bataclan? Oui. Ce soir-là, mais tiens, en plus, je l'ai derrière moi. Hop là. Ce soir-là, je regardais les Blues Brothers et D'accord. John Landis était là, en fait. On était dans une grande salle avec John Landis.
qui nous présentait les Blues Brothers dans une salle comble de cinéma. On vivait notre passion du cinéma. On était tous vraiment salle comble. Il y avait même 2 salles qui étaient combles. On vivait cette passion et pendant ce temps-là, il y a des gens qui vivaient leur passion de la musique qui sont décédés. Ça a bouleversé plein de monde de ma classe, ça a bouleversé tout le festival parce que c'était pendant un festival que ça a été diffusé. Et ça m'a assez marqué parce que je me suis dit que bah, ce jour-là, ça aurait pu être moi, vu que je vivais ma passion. Ça se trouve, ils seraient venus et ils auraient fait un carnage, quoi, là où j'étais. Alors que je me sentais justement en sécurité. Je pense que les gens qui étaient au Bataclan se sentaient aussi en sécurité. Oui, effectivement. Et cette nouvelle-là, tu l'avais apprise en sortant de la salle de cinéma ou c'était... Ouais, j'ai des amis qui avaient reçu un message, enfin qui avaient vu des notifications et tout, qui avaient reçu des messages pendant le film et du coup ils ont été totalement coupés du film. Moi j'avais mis mon téléphone de côté en fait c'est mon réflexe quand je suis au cinéma, je le mets vraiment genre en totalement mute mon téléphone pour pas être à part. Et en sortant de la salle justement on m'a annoncé la nouvelle et je me suis dit ah ouais. Waouh. Et pendant 1 heure et demie, on est resté sur nos téléphones à voir toutes les notifications, voir tout sur Twitter, qu'est-ce qui se passait. On écoutait même la radio pour savoir exactement ce qui se passait. À ce moment-là, je crois qu'ils étaient au Bataclan, justement. Ils n'étaient pas encore sortis du Bataclan. Il y a ce phénomène assez étrange, c'est pour le coup, tu étais dans une salle de cinéma et tu étais en face d'une fiction c'est Blues Ouais. Brothers. Et quand on en sort de cette salle de cinéma, là, à ce moment-là, compte tenu de cette situation extraordinaire, on est encore dans la fiction. Il y a Ah, un mais truc très très bizarre. j'étais hyper contente, j'étais heureuse. J'avais encore la musique dans ma tête et tout. Et puis on m'annonce ça, ça fait montagne russe, Hmm. concrètement. Ouais. Entre le moment où tes parents, pardon, je reviens, je fais une digression, entre les moments où tes parents donc vous montrent des films le mercredi et le moment où tu commences à créer cette chaîne YouTube, entre ces deux potes, à partir de quand tu t'es commencé à te dire, tiens, le cinéma, ça peut être aussi autre chose qu'un simple divertissement, il y a aussi, le film peut dire quelque chose aussi. C'est à Bah, partir de quel moment? hyper tard. Parce que moi, au collège, lycée, j'étais essentiellement tournée vers le théâtre. J'ai fait des cours, enfin une option détermination théâtre au lycée, Mhm. où justement, ben, je devais avoir une note en théâtre et j'avais aussi art plastique en second. Le cinéma m'intéressait pas plus que ça. Je regardais pas tant de films. Je regardais les films hyper connus. Je trouvais que Fast and Furious, c'était vraiment cool. Bon, au final, avec de la réflexion, ouf. Mais, mais arrivé à la fac, je suis allée en art du spectacle. Art du spectacle, Mhm. c'est cinéma, théâtre, photographie, pour ceux qui ne savent pas. Et de là, en fait, je me suis beaucoup plus intéressée au cinéma. J'ai vraiment découvert le cinéma et j'ai découvert aussi que j'avais pas de culture du tout cinématographique, surtout par rapport aux autres. Par exemple, je me souviens d'une anecdote. J'ai honte, hein, mais je me souviens que en classe, j'avais déjà vu des films de ce réalisateur, mais quelqu'un avait parlé de Palma. Mhm. J'ai confondu avec le chanteur. Ah oui, qui s'appelle Gérald de Palmas. Ouais, Gérard de Palma, c'est ça. C'est ça. Tu es, J'avais un peu, en fait, tu es. avec le recul, j'ai honte. J'ai honte de cette anecdote, surtout que je suis devenue une grande fan de Brian De Palma et que j'avais déjà vu en fait pas mal de ses films, mais je ne savais pas que c'était Brian De Palma. Avant, je faisais pas attention trop au nom des réalisateurs, tout ça. C'est vraiment à partir de la fac où j'ai commencé à regarder en moyenne au moins 3 films par jour pendant toute ma scolarité. Et voire des fois, j'avais pris le pass Gaumont, je regardais 6 films en un jour, j'enchaînais les films au cinéma. Vraiment, je mangeais des films tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, mon envie de théâtre a baissé et mon besoin de cinéma a augmenté intensément. Et j'ai commencé à vraiment manger les films. Voilà. C'était Alors, en 2013, je dirais, début 2013. 2013. Mm. Alors, deux questions. Je vais revenir sur la phase universitaire. Dans ce DUG art du spectacle, que je connais très bien pour l'avoir fait moi-même, Ah, oui, oui, il y a théorie et pratique cinématographique, initiation au cinéma américain, etc., et cinéma italien, tout ça, tout ça. Et souvent, avant d'entamer des études universitaires, celles et ceux qui sont très cinéphages, voire cinéphiles, quand ils se retrouvent à la fac, très très souvent, ils sont très perturbés par ce que leur transmet comme œuvre cinématographique. Il y a toujours une espèce de décalage. En plus de cela,
tu arrives avec tes cinéastes de chevet et tu as en face de toi des profs qui te disent c'est un peu de la merde ce que vous regardez, moi je vais vous proposer ça. Clairement, ouais. Alors, oui, oui, et donc, cette sensation-là, tout cela, est-ce que tu l'as vécu déjà, comment ça s'est passé quand tu as commencé à étudier le cinéma à la fac et qu'on t'a proposé, je pense, j'imagine, des films que tu n'avais pas l'habitude de voir, parce que ça touche à tout le monde, hein, tout le monde fait ça. Et ça s'est passé? Et puis surtout, est-ce qu'il y a eu parfois des querelles, entre parenthèses, entre ces profs et toi au sujet de certains films? Parce que le cinéma, étudier le cinéma à la fac, c'est une matière un peu Ouais. particulière parce que c'est de la subjectivité. En fait, à part enfin, même pas, à part l'histoire du cinéma, à Ouais. partir du moment où on parle d'un film, c'est de la subjectivité et on peut avoir raison sur le prof. Donc, quelles étaient tes sensations à ce moment-là? Moi, déjà, du coup, je viens du théâtre. Du coup, j'avais des grandes connaissances en théâtre, mais des très grandes lacunes en cinéma. Je me souviens que j'avais fait une publication en demandant à- aux gens de me donner plein de noms de films, des classiques, des moins classiques, vraiment plein de noms de films, et j'ai tout regardé. Et je me souviens les profs qui nous parlent de Nosferatu, de la nouvelle vague. Oh mon Dieu, oh la nouvelle vague. La nouvelle vague, alors, j'ai pas aimé. J'ai quasiment. Enfin, je reconnais leur, comment dire, leur importance cinématographique et ce qu'ils ont apporté au cinéma, ce qu'ils ont apporté au cinéma même mondial. Je reconnais ça. Après, c'est pas le cinéma où moi je suis sensible. Moi, je suis plus sensible à un cinéma qui va pas être dans la, comment dire, euh, pas comme Nanook l'Esquimau, quoi. Ça, c'est. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire. Nanook l'Esquimau, pardon, c'est le film dont. Enfin, il faut le connaître parce qu'on l'étudie au moins pendant 2 mois, ce film. Enfin, moi, je l'ai étudié pendant 2 mois. Parce que c'est le cinéma vérité, c'est l'approche du documentaire, un peu comme la caméra. C'est l'approche du film documentaire, c'est l'approche de la réalité au cinéma. Et j'ai l'impression que dans la nouvelle vague, c'était beaucoup de la contemplation. Et je suis pas dans la contemplation. Moi, j'ai besoin d'un scénario, j'ai besoin d'une histoire construite, j'ai besoin de quelque chose qui me parle. Et le cinéma de la nouvelle vague ne m'a jamais trop, trop parlé. Après, j'aime bien à bout de souffle, hein, j'ai pas de souci avec ça. Mais par exemple, les 400 coups, j'ai beaucoup de mal parce que c'est beaucoup du mi-documentaire, on sait pas trop. Et Toi, tu j'ai aimes jamais. quand, tu aimes, pardon de t'avoir interrompu, j'ai Non, l'impression que ça t'a perturbé la nouvelle vague. ah, de fou. Bah, c'est pas que ça m'a perturbée, c'est qu'en fait, on m'a obligée à étudier la nouvelle vague. Je Hmm, pense que j'aurais découvert la d'accord. nouvelle vague dans d'autres circonstances, j'aurais potentiellement aimé, j'aurais apprécié. Godard, je déteste pas concrètement. Je trouve que c'est un très bon cinéaste. Pareil pour Truffaut, je trouve que c'est des très bons cinéastes. Mais le truc, c'est que approcher comme ça la nouvelle vague, ça m'a pas intéressé, ça m'a plutôt perturbé. C'était un peu comme une obligation de s'intéresser Ouais. à ça. Et quand tu te sens obligé de regarder quelque chose, de devoir étudier quelque chose, tout ça, bah, ça t'ennuie. Enfin, personnellement, moi, ça m'ennuie. Ouais, Quand je sens que c'est une obligation, ça m'intéresse pas, quoi. C'est très compliqué la pédagogie. Enseigner le cinéma à l'université, ça peut être. Ouais, c'est ça. Mm. Je, Par je, contre, je, je euh, peux par comprendre. contre, quand on a parlé de l'histoire du cinéma, qu'on a parlé de l'arrivée en gare de la Ciotat, de Nosferatu, de Méliès, tout ça, j'étais passionnée. Parce que Hmm. je pense aussi que, comme tu dis, la pédagogie a sa grande importance et la professeure qui nous enseignait ça, elle était très. Enfin, le professeur, pour le coup, ouais, c'était Monsieur Faure. Non, c'était pas Monsieur Faure. J'ai oublié son nom. Ah mince, je vais me faire taper sur les doigts. Il était passionnant, ce professeur-là, et tout ce qu'il disait, je buvais ses paroles parce que je trouvais ça très intéressant et j'ai pas eu de mal à étudier l'histoire du cinéma en général. Mais la D'accord. nouvelle vague, non, c'était trop, c'était en C'était cours. trop la nouvelle vague, c'était trop. Mais Ouais. il y a eu parfois donc comme je disais, est-ce qu'il y a eu des moments où toi-même tu imposais, vous imposiez, parce que j'imagine que vous étiez en groupe, vous imposiez des cinéastes qui étaient à votre chevet contre les cinéastes enfin, qui étaient appréciés par vos profs. Est-ce qu'il y a eu parfois comme ça Euh, des joutes verbales, des tensions, ce genre de euh, choses? je me souviens que en général, en cours d'analyse, c'était un peu toujours les mêmes films qu'on analysait, et je me souviens qu'il y avait Amaury, un acteur qui s'appelle
M- Mathieu Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, Amalric. voilà. J'aime pas cet acteur. J'aime pas comment il joue, j'apprécie pas. Et mon professeur m'avait proposé un film. Et je lui avais dit non, j'aime pas trop cet acteur. Et ben il m'a dit bah tu feras quand même sur cet acteur. Et j'ai pas réussi à faire une critique bien ou construite ou assez longue parce que C'était quoi ce film? C'était quoi ce film? je me souviens plus. Ça devait être un film avec. C'était pas Wes Anderson, mais au final, au final, j'ai fait la critique sur The Grand Budapest Hotel parce que je me suis dit, oh. Mais il voulait absolument que je parle de Mathieu Almoric, mais c'était un autre film. Amalric. Amalric, pardon. Mais c'était un autre film qui m'avait demandé de faire et je lui ai dit, ah non, sûrement pas. Et voilà, un petit conflit, mais rien du tout, rien de très particulier. Ce professeur-là, d'ailleurs, je sais que beaucoup vont le reconnaître sur ceux qui me connaissent personnellement et qui ont été dans la même fac que moi, ressemble beaucoup à Wes Anderson physiquement. Ce professeur-là, il l'adorait, il était fanatique de Wes Anderson, donc il le prenait comme un compliment. Donc si on voulait être dans ses bonnes grâces, on lui disait ça. Il fallait apprécier Mathieu Amalric. Tu as été jusqu'où au niveau des études cinématographiques? Juste la deuxième année. Après, j'ai fait 4 ans, mais je me suis arrêtée en deuxième année. J'ai redoublé 2 fois, D'accord, c'est pour ça. J'ai raté mes études. C'est pas. d'accord. Et comment est arrivée cette envie de se lancer dans une chaîne YouTube? Ça arrivait, bah, du coup, en fait, je voulais en créer une depuis un petit moment et j'avais jamais trouvé trop le courage. Et en rencontrant le Mediavoir, euh, Mhm. il m'a encouragé en fait à justement prendre les devants, à parler cinéma sur ma chaîne parce que je parlais de façon intéressante de cinéma et moi, j'avais pas envie de faire, on va dire, du mainstream. J'avais pas envie de parler des actualités ou j'avais juste envie de parler de ce qui me plaisait. Et bah, ma première vidéo, je l'ai faite sur Tim Curry parce que c'est un acteur que j'adore. Et j'étais agacée d'entendre ah, l'acteur de ça. Du coup, je me suis dit, allez, j'en fais une vidéo, comme ça, comme ça, tous les gens qui me connaissent, ils n'ont plus aucune excuse de me dire ah, mais c'est l'acteur de ça. Et mais comme pour Chucky, j'ai fait une vidéo sur toute la saga de Chucky, mais j'ai bien insisté sur Brad Dourif parce que c'est un acteur qui est incroyable, qui a fait tellement de choses et dont on parle pas assez. Alors, il y a eu un tout petit Oui, souci technique, et c'est pour ça que, en fait, tu as commencé à parler de Tim Curry, puis ça s'est terminé sur ça, et j'allais rebondir sur Tim Curry parce que j'ai vu la vidéo que tu avais faite sur Tim Curry, donc il y a eu un décalage entre ma réaction, et c'est pour ça que tu as dû être surprise que je réagisse oui, ainsi, c'est parce ça. qu'il y a eu un, Je t'ai vu freeze, j'ai cru qu'il y avait eu que tu avais. il y a eu un, oh non, non, il y a eu un petit souci technique, mais est-ce qu'on peut revenir, parce que enfin, j'ai entendu que c'est grâce à ta rencontre avec le Mediavore, il y a le fait aussi que le Mediavore avait apprécié de la manière que tu avais de parler de cinéma, c'est ça, je crois, et donc tu avais fait cette vidéo, pardon, sur Tim Curry. C'est ça. Parce que Tim Curry est un acteur que j'adore, notamment dans The Rocker Picture Show. Oui. C'est un film qui, je le trouve fun, je le trouve bien. C'est mon film doudou. C'est un film que je regarde quand je suis triste, quand j'ai besoin de chanter, danser. Vraiment, c'est un film qui me fait du bien, The Rocker Picture Show. Et dedans, du coup, il y a Tim Curry qui joue dedans. Et trop peu de gens connaissent cet acteur ou se souviennent de son nom. La plupart du temps, ils disent ah, c'est l'acteur qui joue le clown dans ça. Et c'est le pire mot. Pour moi, c'est la pire insulte pour un grand acteur de se dire ah, mais c'est pas l'acteur qui a joué dans ce truc-là. Je trouve que c'est la pire insulte pour un acteur, mais Il a joué dans Légende aussi, il jouait le rôle du oui, diable. oui, exact, Il est exact. juste extraordinaire dans ce film. Est-ce que tu as assisté à une séance de The Rocky Horror Picture Show à Paris dans la fameuse salle de cinéma? Oui, c'est vrai. Non, j'ai pas pu encore. Avec le confinement, tout ça, en septembre, je voulais y aller, je voulais y passer. Mais au final, j'ai pas pu parce qu'il y avait que 2 séances et comme j'étais là que 2 semaines, j'ai pas pu. C'est uniquement les vendredis, je crois, et les samedis, je suis plus sûre Hmm. exactement des dates. Mais je voulais y participer et puis au final, j'ai pas trouvé l'occasion, malheureusement. Eh ben, c'est un grand moment, il faut le faire une fois dans sa vie. C'est très, Oui, il très, faut que je le très fasse. impressionnant. Ça va, j'ai le temps, j'ai le temps. Mon rêve, ce serait d'aller justement dans un théâtre, enfin dans un cinéma aux États-Unis, où là c'est vraiment encore plus un gros événement, ce genre de séance.
À partir de quand tu as commencé, j'imagine c'était peut-être à la fac, mais est-ce que tu as toujours eu cette envie après avoir vu un film, d'essayer d'en parler avec d'autres personnes, qu'il y ait comme ça des idées sur le film, et puis que ça crée quelque chose qu'on appelle peut-être même une espèce de revue comme ça, une rédaction, de l'édito. Est-ce que c'est quelque chose parce que c'est ce que tu fais avec cette chaîne YouTube aussi, Ouais. et aussi avec les lives, tu fais pas mal de lives, dont le dernier. C'était sur le festival de Gérardmer, si je me trompe pas. Sur ma chaîne, oui. Après, j'ai parlé Voilà. sur la chaîne de Cinédi de Vendavision. Et la séance de minuit, samedi dernier, on a parlé de l'Elevated Horror. Voilà. Et bah voilà. Et bah oui, là on est vraiment dans un esprit très rédactionnel finalement. C'est vrai, c'est vrai. Et Euh, c'était quelque chose enfin, est-ce que c'était quelque chose qui était quel tu pensais depuis longtemps? ouais, depuis quelques temps déjà. Mais le fait de parler de ce qu'on a ressenti après une séance, c'est arrivé surtout avec le théâtre quand j'étais au lycée. En sortant des pièces de théâtre, on en parle toujours. Il y a toujours un moment de discussion et après, quand on a des cours de théâtre et qu'on a vu la pièce, enfin, de toute façon, on y va en groupe pour voir la pièce, on en parle quoi qu'il arrive. On en parlait quoi qu'il arrive. Et ça, je pense que ça aide beaucoup justement à faire développer l'esprit critique, surtout Mhm. à parler d'un film. Et comme derrière aussi, on faisait une analyse et une critique de la pièce de théâtre justement pour le cours qui était noté. Forcément, ça aide. Enfin, on a plus envie d'en parler. Et généralement, on discutait juste après la pièce de théâtre, on discutait justement de ce qu'on avait vu, de comment ont joué les acteurs, de la mise en scène, tout ça. C'était hyper important, c'était hyper détaillé, c'était très détaillé, beaucoup plus détaillé que ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Et je pense que ouais, ça a aidé mon esprit critique, on va dire. Et ben c'est ça. C'est quoi pour toi bien parler d'un film, Bien parler selon d'un toi? film, c'est rester objectif sur le film, même si des fois je peux ne pas paraître objective, c'est pas pour autant que je ne le suis pas. Rester nuancé aussi, c'est-à-dire reconnaître ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal, sans être dans l'excès, sans dire par exemple ouais ça c'est de la merde. Déjà, si tu trouves que c'est pas de ton goût, bah tu dis que ce n'est pas de ton goût, mais tu peux pas dire que quelque chose est de la merde. Il y a quand même du travail derrière, il y a quand même une grosse équipe technique, il y a quand même un gros boulot derrière. Je connais qu'il y a des films, ils sont durs à regarder, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu du travail derrière ou qu'il n'y a pas eu une envie de faire quelque chose ou de bien faire. Parce que généralement, quand quelqu'un fait un film, c'est pour essayer de bien faire, c'est pour essayer de partager quelque chose, partager une petite, comment dire, une petite partie de lui-même. Donc pour moi, ça ne sert à rien. C'est pas constructif de dire telle chose, c'est de la merde. Ou par exemple, juste, même le contraire, hein, même juste, oh, bah ce film il est cool. Mais pourquoi il est cool? Moi, j'ai besoin de savoir bah, pourquoi il est cool. Pourquoi est-ce que tu le trouves cool? Pourquoi est-ce que tu le trouves bien? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ce film? Quelle scène est-ce qu'il t'a procuré tel ou tel sentiment? Comment est-ce que tu as vu justement telle ou telle scène? Est-ce que c'est des accessoires? Est-ce que c'est au niveau de la mise en scène? Est-ce que c'est la réalisation? Est-ce que c'est un plan de grue ou un plan fixe qui t'a fait ressentir cette sensation, que tu as trouvé justement, qui t'a marqué, tout ça. Enfin, j'ai besoin d'avoir personnellement des détails sur ce que la personne a pu aimer. Surtout pas pour une critique, je pense que c'est important de savoir exprimer, comment dire, son attirance devant tel ou tel film ou son dégoût justement devant tel ou tel film. Mais pourquoi? Par exemple, je vais me faire insulter, mais je n'apprécie pas ni Gravity ni Avatar. Après, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, mais je me souviens qu'on m'avait survendu le Gravity, par exemple, à sa sortie, et j'avais pas du tout été sensible au film, parce que pour moi, c'était 1h30 de Sandra Bullock qui pleurait. Jusqu'au moment où, la fin, quoi. J'ai pas vu d'intérêt à part visuel à ce film. Pour moi, un film beau n'est pas un bon film, forcément. Enfin, n'est pas forcément Oui, je vois ce que un tu bon veux dire. film ou un film que tu apprécies. Pour moi, il y a bien plus que ça. Il faut que ce soit une expérience sensorielle. Il faut que ce soit qu'au niveau comment dire, de l'histoire, ça te parle. Qu'au niveau du jeu d'acteur, ce soit intéressant ou justement pertinent. Par exemple, Sandra Bullock, je suis pas une grande fan de cette actrice. Je la trouve pas exceptionnelle et je l'ai pas trouvée exceptionnelle dans Gravity. Même si je sais que beaucoup vont me dire le contraire. C'est une bonne actrice, hein, il n'y a pas de souci. Mais juste personnellement, je ne la trouve pas exceptionnelle. Mais ça reste mon avis. Pour plein de trucs, hein,
que ce soit pour Gravity ou autre chose, hein. Je pense que c'est très personnel, les goûts, les couleurs, et que ça ne sert à rien de se faire la guerre parce que telle personne a tel goût ou telle personne a tel goût. Si une personne aime bien, par exemple, justement, Sinedi parlait des anges gardiens, il devait faire une critique constructive sur les anges gardiens lundi. Les Anges Gardiens n'est pas un très très bon film, mais il y a beaucoup de gens qui l'apprécient et je le comprends. C'est un film de divertissement qui reste. J'essaye de trouver des points positifs à Ange Gardien, qui reste, comment dire, divertissant. Voilà, c'est divertissant et je comprends que certaines personnes puissent s'amuser devant, puissent passer un bon moment. Et il n'y a pas de souci, chacun ses goûts. Enfin, si on avait tous les mêmes goûts, franchement, on se ferait bien chier au cinéma. Mais quelle est ta part de subjectivité dans cette chaîne que tu as créée? Parce que La tu part disais que... c'est que je dis toujours, ça reste mon avis, c'est mon goût. Enfin, par exemple, quand je parle d'un film, je dis toujours, je prends toujours des pincettes en disant, c'est mon avis, c'est mon goût. Et les gens sont assez au courant. Je veux dire, si après, à la fin, on me dit, oh, t'es une bip, t'aimes pas ça ou t'aimes pas ça, je dis pas, c'est mon goût, c'est mes goûts. Tu n'es pas comme Durandal qui, lui, direct à scène, je vais vous expliquer pourquoi j'ai raison et pourquoi vous avez tort. Non, parce que après, j'aime beaucoup le travail de Durandal. J'ai aucun souci avec ce qu'il fait. Je regardais beaucoup de ses vidéos pendant un moment et je trouvais qu'il s'exprimait très très bien pour parler d'un film et qu'il arrivait très bien à trouver des arguments pour faire aimer un film ou détester un film, pour montrer son point de vue en tout cas. Après, ça n'empêche qu'il peut y avoir des gens qui ont des avis contraires et même s'ils acceptent ces arguments, que dans leur ressenti, ils soient totalement différents. Dans cette chaîne YouTube, est-ce que très vite tu avais un plan de travail sur la chaîne en sachant sur quoi tu voulais questionner le cinéma, sur quels aspects, les émissions, les types d'émissions que tu voulais faire, ou est-ce que ça s'est fait de manière assez improvisée? C'est plutôt improvisé. C'est-à-dire que si un sujet me parle et que j'ai envie d'en parler, bah, je vais en parler. Après, là, j'ai une vingtaine de sujets qui sont en cours et j'arrive pas à trouver le temps, en fait, de tous les faire ou de me concentrer sur un sujet pour vraiment écrire assez longtemps et pour pouvoir justement faire la vidéo. Au final, c'est beaucoup plus long qu'il n'y paraît de faire une vidéo parce que derrière, personnellement, je pense avoir un sujet qui m'intéresse énormément, mais derrière, j'ai beaucoup de travail aussi qui m'attend. Que ce soit du travail de recherche, du travail aussi parce qu'il faut regarder les films, par exemple, si on est tombé sur un acteur qui a plus de 60 films. Notamment là, j'ai un futur projet, j'ai 2 acteurs où j'aimerais bien en parler. Ils ont plus de 60 films à leur compteur. Donc il faut que j'en choisisse, on va dire, au moins 30 à voir pour chacun des deux. C'est très long. C'est tout un processus de recherche et d'analyse et aussi d'écriture qui prend pas 2 jours. Et malheureusement, bah, pour faire en sorte de dire coucou, je suis encore en vie, je fais des petites vidéos un peu, comment dire, passe-partout qui sont rapides à faire en attendant pour dire voilà, je suis encore en vie, vous inquiétez pas, juste je vous laisse une petite vidéo, bon, pas incroyable, mais au moins qui va vous faire patienter en attendant une très très grosse vidéo pour pas être dans le vide constant, parce que sinon je ferais une vidéo par an, hein. Oui, bah c'est ça en fait. Toi, tu n'es pas dans cette optique et configuration de certains de tes confrères ou certaines de tes consoeurs, à savoir un jour une vidéo, un jour une vidéo, et très souvent, quand c'est un jour une vidéo, c'est face cam. Toi, tu n'es pas forcément dans cette recherche-là. Non, mais après, s'ils arrivent à le faire, franchement, respect, parce que moi, j'y arrive pas. Mais non, je suis pas trop dans cette configuration-là. Moi, je fais beaucoup de montage. J'aime bien le montage. J'aime bien rajouter des petites vidéos, des petits montages de films en général. J'aime beaucoup. Et après, je comprends qu'ils le fassent, et puis ils ont raison de le faire, hein, s'ils ont envie de parler comme ça, s'ils ont envie que leur chaîne ait cette direction-là, on va dire. Moi, j'avoue que j'aime bien travailler, être sûre du potentiel, on va dire, que j'apprécie ma propre vidéo. C'est-à-dire qu'en général, je la tourne, ça se trouve, je la retourne 2, 3 fois. Je la monte, je fais tout ce qu'il y a dedans, je la regarde 1 fois, 2 fois, et je me dis, bon,
est-ce que je la sors? Est-ce que je la sors pas? Est-ce qu'elle m'intéresse assez pour la sortir? Et dans ces cas-là, ben, je la sors. Si moi, je l'apprécie, je la mets en route. Bon, souvent, je suis un peu en mode, bon, allez, ça sort. Mais Mais là, il s'est passé un truc, c'est que tu as couvert un festival qui ouais. était en ligne, donc le festival de Gérardmer. Et je crois, si je me trompe pas, c'était la première fois que tu faisais ça sur ta chaîne, hein, j'entends bien par là, sur Oui, ta propre chaîne. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est, après avoir t'avais fait un live dans lequel tu avais invité, je crois, il y avait une ou deux personnes, je ne deux sais plus, personnes. deux personnes, et Thierry, vous aviez parlé, Thierry voilà. et Rio. Thierry Voilà. qui fait des podcasts avec toute une équipe et qui fait aussi des podcasts sur une autre chaîne avec l'équipe Clac. J'en parle parce que je pense que c'est hyper important aussi de s'intéresser aux podcasts et c'est dommage aussi parce que je vois beaucoup malheureusement de vidéastes qui s'intéressent pas des masses aux gens qui font des podcasts ou qui s'occupent de blogs alors que c'est pareil, on est de la même famille, on est des vidéastes, enfin des vidéastes, on est des cinéphiles avant tout, on est un peu la même famille, mais on est sur des médias différents et je trouvais ça intéressant aussi de les inviter parce ils font des critiques écrites, des critiques justement en podcast. Et c'est très intéressant. Et puis, c'est des gens qui sont très pertinents. Hein. Thierry et Rio, ils sont. En plus, on a discuté pendant tout le long du festival. C'est pour ça aussi que j'ai pensé à les inviter. J'avais aussi invité Marie à regarder de la chaîne, à regarder Dans le Noir et Mylène. Mais malheureusement, elles n'étaient pas Oui. disponibles ce soir-là. Mylène, je m'entends très bien avec elle. J'aime beaucoup cette fille. Parce on était tous à l'écrit en fait, en train d'écrire nos ressentis, nos avis sur les films au fur et à mesure qu'on les regardait pendant le festival Gérardmer. On était tous un peu en même temps en train de vivre notre expérience du festival et je trouvais ça intéressant de les inviter pour partager justement ce qu'on avait vécu un peu tous ensemble mais éloignés. Et est-ce que l'idée de faire un live après le festival s'était imposée d'elle-même ou peut-être avait envisagé de faire ça au jour le jour ou une fois tous les 2 jours, quelque chose comme ça? Une espèce de carnet de J'avoue bord. que, en fait, quand j'ai pris mon pass pour le festival, je l'ai pris le jour de la sortie, donc en janvier. En janvier, oui, c'est ça, de genre tout début janvier. Et je m'étais demandé, en fait, est-ce que je ferais pas une vidéo tous les soirs, un live tous les soirs, ou juste un live à la fin, pour faire Mhm. comment dire, en général. Au final, j'ai fait des écrits tous les jours sur Twitter et sur Instagram, je mettais mon programme. J'avais même fait tout un programme, tout un emploi du temps. Et j'ai fait du coup mon live à la fin parce que je me suis dit que ça allait être trop épuisant si je faisais une vidéo tous les soirs. Donc un live Mhm. à la fin, je pensais que c'était la meilleure solution. Mm. Et euh, qu'est-ce que tu as retenu de cette manière de traiter de questionner le cinéma à travers un festival? Parce que Mhm. c'est pour celles et ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est autre chose, hein. Ouais. C'est épuisant, mais c'est passionnant. Alors en plus de cela, si le festival avait été réellement physique dans le sens où Ouais. vous seriez vu Thierry et Rio enfin vous seriez vus ensemble tous les jours dans un café pour discuter des films que vous aviez vus, c'est vraiment un autre état d'esprit, hein. Donc quelles ont été qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion hein, de Euh, cette façon de couvrir de questionner le cinéma? Moi, j'ai déjà fait plusieurs festivals, Mhm, notamment à Amiens. J'ai fait le FIFAM, Festival mhm. international du film d'Amiens Métropole, festival international. Et en fait, c'est épuisant, c'est fatigant, surtout que je me souviens d'une année où il y avait beaucoup de films d'horreur et j'avais enchaîné tous les films d'horreur. Et ben j'étais plus, surtout que je devais marcher jusqu'à chez moi, genre une demi-heure à pied. J'étais plus trop, je me sentais plus très bien. D'un coup, j'avais vu Eden Lake, je regardais un peu partout autour de moi. Ah oui, J'avais vu tu étais encore dans ta fiction, tu pensais que... Oui, D'accord, c'est ok. ça, j'étais un peu en plus, c'est très fatigant mais c'est cool parce qu'on s'était fait le même emploi du temps avec des potes et du coup, on avait passé vraiment tout le festival à l'époque, en palpable, hein. Donc ensemble, à regarder tous les films, puis, des fois, j'avais programmé des trucs en plus où il y avait les masterclass, notamment avec John Landis, ou Hmm. Vittorio Storaro qui a fait la photographie de Apocalypse Now Apocalypse Now. et j'ai rencontré aussi, Jean-Pierre Mariel, une année avant son décès, paix à son âme. Et franchement, c'est vraiment faire les festivals en palpable, je parle, c'est vraiment
le meilleur truc que j'ai vécu. Genre, c'est vraiment intensif. C'est manger plein de films, mais c'est découvrir aussi plein de films, s'obliger à découvrir plein de films qu'on n'aurait jamais vus autrement. Et en plus, sur grand écran. Hein. Ça, c'est... Notamment, il y en a plusieurs qui étaient aussi diffusés en pellicule. Et ça, c'est vraiment cool, la sensation de la pellicule. J'avais vu, c'était Rio Bravo ou Rio Grande. Non, Alors, c'est Rio Bravo. c'était quoi l'histoire? Rio Bravo, c'est John Wayne. Oui, John Wayne. Oui. Dans le C'est en délai. noir et blanc ou c'est en couleur? C'était en marron. Alors, c'est Rio Bravo. C'est Rio Bravo, voilà. Donc, on avait vu Rio Bravo en pellicule sur la grande salle d'un théâtre. C'était génial. C'était vraiment incroyable de vivre ça. Pardon, je t'interromps parce que c'est intéressant ce que tu dis. Et ce genre de film, tu ne pensais, t'aurais peut-être pas forcément eu, comment dire, le temps, J'aurais peut-être pas vu de moi-même. l'occasion. Ouais, d'accord. Ouais. J'aurais peut-être pas vu de moi-même. Et final, enfin, après, il y a d'autres westerns que j'ai vus dont je suis intéressée. Hein. Il faudrait qu'il y ait un festival de cinéma pas trop loin de chez toi, avec une programmation exclusivement horrifique et un petit bonus nouvelle vague. Peut-être que ça t'intéresserait à ce moment-là, la nouvelle vague. Je pense que les profs à l'université, c'est pas trop ça, mais peut-être que non, en fait, là où je veux en venir, c'est que la notion même du festival, c'est aussi une forme de pédagogie et ça peut fonctionner beaucoup plus que à la fac. Donc je comprends, je comprends ce que tu veux dire et voilà. Donc dans cette nouvelle chaîne, donc dans cette chaîne YouTube, il y a aussi d'un côté les lives. Et là la question est parce que je commence un petit peu à connaître certains de tes confrères et tes consoeurs. Je sais que avec le Mediavore, avec Cinédi, avec Horace Weg, avec le Beau Parleur, vous êtes très proches. Est-ce que l'idée, là, enfin, désolé, c'est à toi que je pose la question, je les ai pas posées aux autres, mais est-ce que l'idée d'esprit de groupe, mais pour aller encore plus loin que l'idée même du live, c'est-à-dire former un groupe rédactionnel, quelque chose dans ce genre, est-ce que c'est quelque chose peut-être qui t'a traversé l'esprit ou qui pourrait, à long terme... Non, en fait, j'ai pas envie d'avoir... Enfin, j'ai peur aussi d'avoir cette impression d'obligation, cette impression de devoir, en fait... comment dire, faire telle ou telle chose, devoir me freiner parce que justement on serait un groupe et du coup tout le monde aurait ses idées ou son mot à dire. Je préfère avoir totalement ma mise sur ma chaîne plutôt que de devoir partager une chaîne et ne pas avoir ma mise, enfin de pas pouvoir avoir entièrement ma mise sur ce que je produis ou sur ce que je vais mettre sur ma chaîne. C'est pas un truc qui me plaît. Être dans une équipe, pourquoi pas, mais pas sur ma chaîne. Être en tant qu'invité, oui, mais pas en tant que, comment dire, faire partie justement du groupe comme ça, je me sentirais, restreinte dans ce que je veux faire et j'aurais peur de ça. Hein. Puis d'ailleurs, il y a aussi Loïc, mais Loïc, c'est beaucoup sur Twitch en ce moment. Loïc fait son cinéma, qui est adorable. Oui. C'est adorable, mais on n'en parle pas assez de Loïc fait son cinéma, alors qu'il est très gentil. Et lui, il est en train il aime beaucoup Twitch en ce moment. Il fait beaucoup de retours sur les sagas sur YouTube et c'est une personne avec qui je passe beaucoup de temps sur son Twitch à jouer à des jeux vidéo avec parce que malgré tout je suis une grosse gameuse et je passe beaucoup de temps avec lui à jouer à des jeux un peu bêtes, un peu comment dire, arcade. Mais en tout cas, il est vrai qu'il ne faut pas trop se mentir à soi-même quand on sait qu'on ne peut pas travailler en groupe dans un esprit rédactionnel. Il faut effectivement travailler seul et c'est en connaissance de cause que je dis ça. Comment tu vois maintenant, aujourd'hui, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va se terminer cette situation sanitaire, espérons, mais est-ce que cette longue parenthèse qui n'est pas encore terminée, est-ce que tu penses souvent un petit peu à l'après? Et donc, quand je te dis à l'après, c'est par rapport à ta chaîne, comment elle va évoluer, est-ce que tu y penses un peu à ça? Plus ou moins, j'espère trouver une ligne de conduite parce que pour l'instant, je suis un petit peu perdue dans ce que je veux faire. Je sais pas exactement. Déjà, je suis nulle en miniature. Hein. Mes miniatures sont moches. J'essaye d'avoir une thématique et tout, mais je n'y arrive pas. Il faut que je la retravaille. Il faut que je trouve quelque chose qui me plaise vraiment parce que je pense que je vais refaire absolument toutes mes miniatures pour qu'elles se ressemblent un peu, pour que ce soit un peu dans la même thématique. Ouais. Parce que j'aime pas trop mes miniatures. J'arrive pas à en faire des bonnes.
J'aimerais bien, c'est faire beaucoup plus gros sujets, beaucoup mieux travaillés, qui soient plus pertinents et avec plus de montage visuel, on va dire, que de facecam, pardon, justement. Par exemple, j'aime beaucoup, c'est le travail du cinéma de Marty, pardon, De cinéma de Marty. Marty, oui, Voilà. oui, d'accord. J'aime beaucoup son montage. J'aime beaucoup comment justement il parle et il met en scène justement. Il est hyper pertinent et ça fait du bien en fait de voir quelque chose de visuel, de beau visuellement, quand en plus au niveau sonore c'est très intéressant. J'ai envie de quelque chose qui se rapproche, on va dire, de ça. Enfin, en même temps de ça et aussi de Beauty Off, mais tout en parlant, tout en expliquant quelque chose et en essayant de partager justement cette passion du cinéma, on va dire. Mais je pense que c'est important. En fait, j'aimerais beaucoup, c'est de faire découvrir des choses. Un peu justement aussi à la manière de Karim Debache et Chroma. Faire Mhm. découvrir des films, donner envie en fait de voir des films. Par exemple, je le vois derrière là. Mon petit Flash Gordon, Ah c'est un oui, film que t'as fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur ouais, Flash ouais. Gordon. J'adore ce film et je trouve qu'il n'est pas assez vu. Et surtout de nos générations actuelles. J'en ai reparlé hier ou avant-hier sur Twitter. Je trouve que c'est un film dont on parle pas assez et dont nos générations actuelles, j'ai peur qu'elles l'oublient. Et alors que c'est un film qui, moi, m'a marqué. Je passe un très bon moment devant. C'est jouissif pour moi, même si c'est pas très bien réalisé. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la réalisation, mais c'est un bonheur pour moi de voir ce film de temps en temps. Je trouve très cool. D'ailleurs, il y a aussi Psycho Gorman, que je te conseille, qui est passé pendant le Festival Oui, Mérimée, qui est jouissif. j'en ai entendu parler, oui, de ce film. J'avais vu The Void, moi, j'avais vu The Void Ah, il y a longtemps de cela, mais oui, non, Psycho Gorman, j'en ai entendu parler bah, via Alex, La Fuite en Avant, oui, qui a fait une on est vidéo fan. là-dessus. Lui et moi, on Il est est, fan. J'avoue que j'ai c'est- hésité à en faire une vidéo aussi parce que j'ai trouvé incroyable ce film. Vraiment, un gros coup de cœur, gros coup de cœur. La dernière question, ce serait concernant concernant les films d'horreur. On a compris qu'effectivement, c'est ton créneau, c'est vraiment une passion complètement indéfectible, hein, le genre. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Ouais, Justement, hein, je te parlais du coup ma première image. ouais. En fait, ma sœur est un peu plus grande que moi. Et elle osait pas regarder des films d'horreur toute seule quand elle était petite. Du coup, moi qui suis un peu plus jeune, qui a un an et demi de moins qu'elle, elle me demandait toujours de regarder le film avec elle. Du coup, elle m'a fait découvrir Chucky, elle m'a fait découvrir Freddy, j'avais peut-être 9 ans, 9-10 ans. Elle m'a fait découvrir The Blob, les Destinations Finales, les Souviens-toi d'été dernier et tout ça. Les vaisseaux d'angoisse, oh là là, les vaisseaux d'angoisse, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle l'avait lancé. Elle m'a dit, viens Wendy, on va regarder un petit film d'horreur. C'est pas très, ça fait pas trop peur, hein. Il commence à danser sur le bateau. Et là, il y a le petit fil qui passe et qui découpe tout le monde. Ouh, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis sortie, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis sortie de sa chambre, j'ai fait plus jamais, plus jamais. J'en ai pas dormi de la nuit. J'ai même paniqué et tout. J'en faisais des cauchemars pendant des jours. Je m'en souviendrai tout le temps. Pareil, il y a des moments, je regarde tellement de films d'horreur, je rêve de zombies pendant des jours. Genre, ça n'a aucun sens. Mais je suis devenue un petit peu insensible ces derniers mois, on va dire, ces dernières années. Par rapport aux films d'horreur, je pense que j'en ai vu beaucoup trop et beaucoup trop jeune, surtout. Quand tu vois Freddy les Griffes de la Nuit, la main là qui Qui déchire sort dans la l'intérieur du baignoire. monsieur ouais, Mm. pendant qu'il conduit. Aussi le bain de sang là, avec Johnny Depp dans son lit là. Ça aussi, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense, de la découverte de ce film-là. C'est vraiment, en fait, je voulais même faire mon master, enfin, si j'étais allée jusqu'au master, sur la psychologie dans un film d'horreur. Genre, comment on peut ressentir telle ou telle sensation et comment est-ce que, juste avec des images, avec une fiction, on peut réussir justement à effrayer une personne qui est de l'autre côté de l'écran. Notamment, récemment, on va dire, une image qui parle à beaucoup de monde, c'est James Wan avec son Conjuring 1 qui a réussi à effrayer des tas de gens juste avec. Mm. C'est quand même incroyable de juste avec un son répété, on arrive à faire peur à autant de gens. Je veux dire, c'est une image, c'est une fiction, c'est faux, c'est filmé. Et tout de même, on arrive à faire ressentir des sensations, que ce soit de la peur, du malaise. Par exemple, dans Massacre à la tronçonneuse, je l'ai revu il n'y a pas longtemps.
je ressens un réel malaise devant ce film. Je le trouve malaisant. Je l'adore, hein, mais je le trouve très malaisant. Ouais, c'est différent, ouais. Oui, Mais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a un film de Vincente Minnelli, je crois qu'il date, je vais dire une bêtise, hein, je vais me faire disputer. C'est Les Ensorcelés, donc The Bad and the Beautiful, avec Kirk Douglas et ah, Lana Turner. Et ça oui, raconte l'histoire. Et donc, il y a un moment, ça se passe donc, dans les coulisses du cinéma, et puis Kirk Douglas joue le rôle d'un producteur ouais. qui, avec son ami réalisateur, essaie de trouver un moyen de faire peur, enfin, de faire un film Oh, complètement fauché, La malédiction des hommes chats, ou quelque chose comme ça. d'accord. Et Ah, il faut qu'il trouve un moyen de mhm, faire peur, mais en fait, comme le budget, ils ont pas grand-chose, ouais. et que les costumes qu'on leur a proposés, les déguisements de Domcha sont plus que ridicules, et ils se disent, mais comment peut-on faire? Et en fait, c'est Kirk Douglas, je crois, qui a l'idée de filmer de filmer des pièces avec des ombres, et c'est juste que ça. En fait, le spectateur ou la spectatrice va imaginer à quoi C'est ça, ressemble cet exactement homme-chat. ça. Elle ne sait pas, il ne sait pas. C'est comme dans Les Dents de la Mer. Au début, Mhm, on voit pas le requin. ouais. Bon, après ça, c'est parce Bah, que c'est comme, le requin ne fonctionnait pas. Mais je veux dire, il a eu l'idée de filmer l'eau et une musique et c'est bon. Et ouais, c'est c'est parti. ça, il y a tout qui passe par l'imaginaire. Ça me fait C'est ça. justement penser, tu m'as fait penser à Cat People. Oui, Pas exactement. l'original, mais celui Avec, oui, oui, de Smith, ah avec mince, justement Malcolm McDowell, que j'aime Paul de tout Schrader. mon cœur. Hmm. Oui, c'est ça, Paul Schrader. Et je me souviens de cette image justement de cette ombre de chat qui passe, ce bruit de chat. Tout est dans l'imaginaire, tout est dans l'imagination. Les gens pensent avoir vu le chat alors qu'on l'a pas encore vu. Justement, s'approcher. Même dans la piscine, j'ai oublié son nom, qui joue dans Smallville, la rousse. J'ai oublié son nom. Enfin bref, elle est dans la piscine et elle pense le voir un peu partout. On ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop combien il y en a, qui il est. Et tout d'un coup, bah, elle voit la femme justement apparaître devant ses yeux en forme humaine, habillée, tranquille, en mode mais ça va, tranquille, tu serais pas un petit peu folle? En fait, on est un petit peu dans le même état d'esprit que cette femme qui est dans la piscine, qui s'imagine des choses, qui voit des choses un peu partout, qui panique alors qu'il n'y a rien. Ben, on est un peu pareil, on panique alors qu'il n'y a rien par moment. On est surpris par ce qu'on voit et on s'imagine ce qui n'est pas là. Et j'adore ça. Eh ben, ça sera le mot de la fin. J'adore ça. Voilà. J'adore ça. En tout cas, c'était passionnant. Bien évidemment, vous retrouverez le lien de la chaîne de Wendy Pop Culture dans notre page dédiée. Mais bon, tout le monde connaît la chaîne de Wendy Pop Culture. Ah bah, j'ai juste une dernière question. Pourquoi Pop Culture? Quel est le lien le cinéma est aussi un art pop, ça c'est évident. Exactement. Mais d'accord, bon bah voilà. Bah, c'était Parce là. que, j'allais dire parce que, en fait, j'aime tout ce qui touche à la pop culture. J'aime beaucoup DC. Je vais me faire insulter par les amoureux de Marvel. J'aime beaucoup les films d'animation, j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et j'avais pas envie de me limiter au cinéma, en fait, dans ma chaîne. J'avais envie de pouvoir, si jamais j'ai envie de parler de jeux vidéo, de parler de jeux vidéo. Si j'avais envie de Hmm. parler de théâtre, parler de théâtre. Si j'avais envie de parler justement d'un DC. Regardez, il y a Joker juste là. Si j'avais envie de parler du Joker, je parlerais du Joker. J'avais pas envie de me limiter à un art. Voilà. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour Merci. ta patience et ta disponibilité. Merci beaucoup, c'était très Merci. agréable. Et puis, je pense qu'on se retrouvera prochainement pour un live. Je ne sais pas sur quoi, mais je sens Wendy. En tout cas, Je pense que bon. merci beaucoup, Wendy. Très bonne journée à toi. À vous Salut. aussi. Up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle,